Savez-vous comment les animaux font pour rester en vie? Ça paraît bête comme question, mais eux aussi tombent malades, non? Alors, comment font-ils? Est-ce qu'ils se soignent? Et si oui, avec quoi? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les pratiques d'automédication animale les plus impressionnantes que nous connaissons. Mais avant d'en savoir plus, pensez bien à vous abonner. C'est super important pour le développement de la chaîne. Bon, maintenant, si vous étiez seul, au beau milieu de la jungle, comment feriez-vous pour vous soigner? La réponse se trouve probablement là où nous avons décidé de ne plus regarder. Là où le savoir ne se trouve pas dans les livres, là où le savoir se transmet par tradition, au cœur des cultures autochtones. Des hommes pour qui la médecine moderne n'existe pas et qui doivent mettre leur vie entre les mains de leurs guérisseurs. Un terme souvent décrié par notre société occidentale qui se repose aujourd'hui beaucoup sur le fait d'appliquer un traitement suite à la découverte d'une pathologie. Pourtant, notre espèce n'a pas attendu les premiers médecins contemporains pour prendre soin de sa santé. Comment faisions-nous avant de connaître la fonction de chacun de nos organes, avant d'avoir analysé au microscope ce qu'est une bactérie, un microbe ou un parasite? Comment pouvions-nous traiter un symptôme efficacement sans en connaître l'origine? Pour le savoir, nous pouvons nous intéresser à certains guérisseurs autochtones, encore aujourd'hui assez préservés des connaissances de la médecine moderne. Et prenons un exemple de symptôme. Que font ces guérisseurs quand quelqu'un souffre de maux intestinaux? Pour nous, la solution paraît plutôt évidente, un petit space-fond 3 fois par jour et l'affaire est réglée. Mais pour les populations qui n'ont pas accès à une pharmacie, comment font-elles pour se soigner? Le principe actif qui compose en grande partie le space-fond est une substance aujourd'hui majoritairement synthétisée. Mais avant d'être recréée en laboratoire, cette substance est présente dans certaines plantes, comme la fougère par exemple. En réalité, vous avez donc deux solutions pour vous soigner dans cette situation. Prendre un space-fond ou ingérer le principe actif qu'il compose en consommant une plante. Notre guérisseur a donc juste besoin de savoir que la fougère est capable d'apaiser des maux intestinaux. Mais comment fait-il pour le savoir? La première hypothèse, c'est la transmission. Une hypothèse prouvée puisqu'on connaît le poids qu'exerce la transmission de connaissances chez les hommes. Mais qui l'a découvert? Comment, des générations avant, un individu a découvert que cette plante, en l'occurrence la fougère, pouvait être consommée comme un remède? Pour le savoir, nous avons besoin de nous intéresser à notre deuxième hypothèse, le biomimétisme. Le biomimétisme, sur le papier, c'est très simple. C'est imiter des processus mis en œuvre par la nature pour trouver des solutions à un problème. Vous connaissez probablement les trains japonais qui s'inspirent du bec du martin pêcheur pour mieux fendre l'air, ou les combinaisons en polyuréthane inspirées des peaux de requin pour permettre aux nageurs de nager plus rapidement. Mais ce sont des exemples nés de problématiques bien trop modernes pour notre sujet. Adaptons plutôt le biomimétisme à notre problématique médicale. Je vis isolé au cœur de la jungle africaine et je souffre de douleurs intestinales aiguës. Comment je fais pour savoir quelle plante consommer sans risquer de m'intoxiquer? Je n'ai pas de laboratoire pour analyser les composantes chimiques des différentes plantes. Ma seule solution est donc d'observer ce qu'il m'entoure. Comment fait une espèce proche de la mienne pour soigner ce genre de troubles? Comment font les chimpanzés pour réussir à faire taire leur douleur? Le premier biologiste à avoir documenté une situation d'automédication chez des animaux, c'est Michael Huffman, un primatologue qui a longtemps étudié en Tanzanie. Ceci est une plante très importante dans l'étude de l'automédication animale. Elle s'appelle bitterleaf ou Vernonia amygdalina. C'est la première qu'on a pu associer à la guérison d'un animal malade dans un délai de 24 heures. Et comme il le dit lui-même, rien de tout ça n'aurait été possible sans l'aide de Mohamedi, un guérisseur tanzanien aujourd'hui décédé. En 1987, alors que Michael et Mohamedi observaient les chimpanzés, Michael voit une femelle nommée Chaosiku mâcher une tige.
Ça paraît anodin comme information, mais c'est la première fois que Michael la voyait consommer cette plante en particulier. Il s'avère que c'était une tige de Vernonia, une partie très amère qui est aussi utilisée par les Batongwe, les hommes qui vivent dans cette région, pour soigner toutes sortes de troubles digestifs. Et il est fort probable que les hommes aient appris à consommer cette plante dans un but médical, non pas en goûtant tous les végétaux de la jungle pour voir leurs effets, mais en observant des chimpanzés malades. Mais la chose la plus déroutante dans ce comportement, pour nos pensées anthropomorphiques, c'est que cette femelle ne consommait pas toute la plante de Vernonia. Quand je regardais Chao Siku mâchouiller la tige de Vernonia, il était clair qu'elle en suçait le jus. Je me suis dit, si elle crache les fibres, et c'était le premier point clé, ce qu'elle recherchait n'était pas nutritionnel. En observant un peu plus cette femelle chimpanzé, Michael comprend qu'elle est mal au point. Elle se déplace peu, ne mange presque rien et ne s'occupe quasiment pas de son petit, ce qui avait l'air d'être plutôt inhabituel. Tous ces indices le mènent vers la piste de la maladie. Et si Chao Siku consommait elle aussi cette plante comme un médicament? Restait ensuite à déterminer si la fameuse plante contenait vraiment des composés qui pourraient aider à combattre cette infection. Les analyses phytochimiques de la Vernonia révélèrent la présence de substances pharmacologiques efficaces contre les parasites identifiés. De plus, les composés actifs étaient concentrés dans le cœur de la tige. C'était enfin clair. On pouvait affirmer que lorsque Chao Siku mâchouillait les tiges de Vernonia au goût si amer, elle le faisait dans un but précis, se guérir. Maintenant que nous savons ça, on peut se poser la question, comment sait-elle quelle plante contient des substances médicinales? Est-ce de l'inné ou de l'acquis? Pour le moment, rien n'est encore sûr à 100%. Mais les experts qui étudient ces espèces ont leurs hypothèses. Musa っていう昔オスがいたんだけど、ムサと一緒に行動してたけど、ムサはすごい病気でもその1ヶ月後死んだけど、食べてで落としてでショーパンが近寄って口に入れようとしたらチャオシクがその髄の上に親を踏んだ。子供が口に入れないように逆にしてたんだよね。そうですか。Alors, est-ce qu'à part la consommation de Vernonia, d'autres exemples d'automédication ont été observés? Ce que Michael fait là, c'est reproduire le mode de consommation que les chimpanzés adoptent avec cette plante, l'Aspilia. Il détache une feuille, l'enroule délicatement sans la casser, puis l'avale. Les chimpanzés peuvent répéter ce procédé jusqu'à 50 fois par prise. Alors, l'Aspilia a été étudié en laboratoire pour savoir si un composé chimique était présent dans cette plante et pouvait expliquer ce mode de consommation. La réponse est non. Mais il y avait quand même une raison logique pour que les chimpanzés les avalent de cette manière. Mike découvrit finalement que si les chimpanzés les choisissaient, c'était pour une propriété beaucoup plus rudimentaire. Elles étaient rugueuses. Il s'est avéré que les chimpanzés consommaient ces feuilles lorsqu'ils avaient des vers intestinaux. Avaler les feuilles d'Aspilia sans les mâcher leur permet de les faire passer dans leur système digestif en gardant cette propriété rugueuse. Quand elles passent dans leur intestin, elles accrochent les vers présents jusqu'à ce qu'ils soient expulsés. Michael a nommé ce procédé l'effet velcro. Encore une fois, je trouve ça assez fou de savoir que les chimpanzés sont capables de comprendre qu'ils sont des vers déjà, mais surtout qu'ils consomment une plante en particulier avec un mode de consommation spécifique, tout ça dans le but de les expulser volontairement. Pour nous, le fait que les animaux s'automédicamentent est relié à un champ de recherche plutôt récent qui porte le doux nom de zoopharmacopnosie. Et même si cette discipline se concentre beaucoup sur comment les animaux se soignent une fois souffrants, ce ne sont pas les seuls comportements étudiés. Penser que des réactions médicales issues de symptômes ressentis est la seule manière de prendre soin de sa santé serait une grave erreur. En réalité, au-delà des traitements, il existe deux façons de prévenir la maladie. La première, la plus évidente, est de savoir ce qu'il est bon de consommer et ce qui ne l'est pas. Les animaux, comme nous, savent choisir les fruits qu'ils vont manger, en sélectionnant minutieusement ceux assez mûrs et propres à la consommation. La deuxième manière de préserver sa santé est
un petit peu plus complexe. Pour nous, ça reviendrait à consommer du piment, de l'ail ou du citron, par exemple. Ces aliments sont connus pour leurs propriétés antibactériennes, qui nous permettent d'inhiber la croissance de certaines bactéries, voire de les détruire, et ainsi de nous préserver d'un certain nombre de défaillances corporelles. Et devinez quoi ? Nous ne sommes pas les seuls à avoir ce genre de comportement alimentaire. Et nous sommes loin d'être les meilleurs d'ailleurs. Michael Hoffman a observé que le groupe de chimpanzés étudiés pouvait consommer jusqu'à 40 plantes médicinales différentes, soit 20% de la totalité des plantes qu'ils consomment au quotidien. Ce que ça veut dire, c'est que les chimpanzés, et probablement beaucoup d'autres espèces, ont conscience que la diversification alimentaire peut avoir un impact positif sur leur santé, sans forcément qu'ils aient de preuves directes et immédiates des effets bénéfiques sur leur métabolisme. Encore plus surprenant, les plantes ne sont pas les seuls aliments que les animaux peuvent consommer pour leurs propriétés, et parfois par des espèces bien plus éloignées de nous que les chimpanzés. Au petit matin, lorsque le soleil frappe la falaise d'argile, que l'on appelle ici la colpa, c'est toute une éblouissante faune qui se rassemble pour un rituel. Une douzaine d'espèces de perroquets se perchent pour se saisir à plein bec de la précieuse argile. Elle aurait, semble-t-il, des propriétés digestives, éliminant le venin des fruits verts et améliorant leur assimilation. Consommer de l'argile ou n'importe quelle autre matière minérale, on appelle ça de la géophagie. Les chimpanzés de Tanzanie ont eux aussi recours à ce mode de consommation puisqu'ils ingèrent également des sols de termitières, riches en argile et en minéraux. Ces comportements prouvent bien une chose. Les animaux ne s'alimentent pas seulement dans le but de se nourrir, mais ils peuvent aussi le faire pour des raisons médicales. Alors, avec ces différents exemples, on pourrait avoir l'impression que ces comportements d'automédication ne peuvent être attribués qu'à des espèces que l'on considère comme douées d'une intelligence individuelle. Mais intéressons-nous au monde du petit, aux animaux encore très largement sous-estimés que nous rangeons trop facilement dans la case de l'intelligence collective. Prenons les papillons monarques par exemple. Cette espèce est connue pour sa période migratoire impressionnante entre le nord de l'Amérique et le Mexique au début de l'automne. Et comme toutes les autres espèces vivantes, ces papillons peuvent avoir des parasites qui les empêchent de battre des ailes et qui peuvent causer leur perte. Là où ça devient passionnant, c'est que ces papillons pondent leurs œufs sur des asclépiades. Il en existe de nombreuses espèces, mais certaines possèdent un composé toxique appelé cardénolide. Ce que Jaap de Roode, un biologiste américain, a découvert, c'est que les papillons monarques choisissent soigneusement les asclépiades qui possèdent un très haut niveau de cardénolide. Et ça, pour une raison que l'on peut qualifier de médicale, puisque ces molécules permettent que les parasites ne se développent pas sur les larves. Ce que ça veut dire, c'est que le papillon monarque est capable de détecter les plantes pouvant servir de bouclier thérapeutique pour ses larves. Un autre exemple fascinant est celui des abeilles. En 2018, Paul Stamets, un mycologue reconnu, donc un expert dans les champignons, publie une étude après avoir observé un essaim d'abeilles faisant des allers-retours incessants entre la ruche et une colonie de champignons. Ce qu'il découvre, c'est que ces champignons sont dotés de propriétés antivirales capables de renforcer les défenses immunitaires de la ruche, permettant ainsi à toutes les abeilles de faire face à 2 virus ravageurs. Autre exemple, les fourmis peuvent elles aussi se défendre en utilisant les champignons, mais cette fois-ci en les cultivant. Certaines espèces sont capables de créer des cultures de champignons dans la fourmilière pour protéger leurs congénères des maladies. Mais ce qui peut encore plus nous surprendre, c'est le comportement que les matabélés, des fourmis mangeuses de termites, adoptent en situation de guerre. Eric Frank, un biologiste allemand, a décrit le comportement fascinant de ces fourmis qui, une fois blessées sur le front par des termites, revenaient à la fourmilière blessées. Dans ce cas, des fourmis ambulancières prenaient en charge leurs congénères, parfois amputés d'un membre, et nettoyaient leurs blessures à l'aide de leurs appendices buccaux. On peut clairement comparer ce comportement à notre système hospitalier, que nous qualifierions probablement aisément comme moderne. Mais
ces fourmis sont encore plus surprenantes. Quand l'une d'entre elles vient tout juste d'être blessée par une termite et qu'elle perd une patte, elle va émettre un signal chimique qui va indiquer à ses congénères qu'elle doit rentrer à la fourmilière pour se faire soigner. Mais lorsque cette même fourmi, au lieu de se faire amputer d'un membre, se voit en perdre deux, elle n'émettra pas de signal chimique. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est capable, toute seule, de comprendre la gravité de ses blessures et de savoir si son rapatriement serait bénéfique au groupe ou non. L'intelligence collective, c'est la capacité à comprendre les besoins du groupe et de savoir réagir en conséquence. Ce n'est pas forcément synonyme avec l'absence de conscience personnelle. Maintenant, si nous reprenons un peu de recul par rapport à tous ces exemples, en prenant en considération les nombreux autres que je n'ai pas cités, on se rend compte que la médication n'est pas le propre des mammifères, et encore moins des hommes. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques s'intéressent à la pharmacopnosie dans le but de trouver de nouveaux remèdes. Et après une période dominée par les avancées scientifiques et technologiques plutôt auto-centrées, l'heure est venue de nous reconnecter et de rouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Et pas seulement sur ce que le vivant a à nous apprendre, mais aussi simplement sur ce que le vivant est. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je tiens à préciser que si vous êtes malade, allez voir un médecin, hein, bien sûr. Vous n'êtes ni un chimpanzé, ni une fourmi, et si vous avez un cancer, ça paraît être une mauvaise idée de se soigner avec des fougères. Cette vidéo a été rendue possible grâce au merveilleux livre L'animal médecin de Yolaine Labigne et des 10 autres experts dans ces sujets qui ont participé à l'écriture. Je vous mets en description cet ouvrage ainsi qu'une conférence animée par certains des auteurs. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle histoire animalière.